cadeau. Ouais, Max. Bon, voilà. Je suis ravie de recevoir les deux Belges. Dupont et Dupont. Dupont et Durand. Alors, pour nos auditeurs, Stéphane et Nicolas, qui sont nos Belges préférés. Donc, vous partagez le micro. Je vous laisse... Moi, c'est Stéphane Cuel, c'est pas Nicolas Stéphane, mon prénom. Oh, excuse-moi. Quand tu es mon belge préféré, non. Je sais pas pourquoi Mes Belges préférés. Elle parlait de toi aussi? Je sais pas. Ah, tu parlais de lui aussi? Ah, Mais bien sûr. Mais attends, il fait rien pour lui pour la résistance, pas du tout. Donc, la caméra, elle déconne. Hein. Ah, mais c'est... Pourquoi elle me suit? Attends. Non, parce que si elle me suit, ça va pas aller. C'était quand même plus simple avant. J'ai perdu. Non, mais je ne sais pas. Oui, mais de toute manière, on coupera, c'est pas grave. Est-ce que ça suit ou pas? Non, c'est calé. Alors maintenant, vous mettez centrez-vous, s'il vous plaît, les gars. On est centré. Ouais, mais attends, c'est à toi de bouger ton bol. Ouais, tu peux pas prendre la caméra en main? Non, on va continuer. Bon, voilà mes petits Belges préférés. Nous avons Stéphane Cuvelier et Nicolas Lefebvre qui œuvrent tous les deux pour le bien collectif. Alors, chacun à leur manière. Alors, il y a le comique de la rue, il y a le comique sur la scène. Elle est contente. Alors, donc, on est au rassemblement international de Vierzon, donc la rencontre internationale. Vous avez fait tous les deux la route. Alors, toi, Stéphane, tu étais dans la région, c'est ça? Parce que tu étais en train de... Bonjour. Alors, oui, moi, je jouais à Tours avant-hier, et donc c'est à une heure d'ici. D'accord. Tu as joué un tour de quoi? Ça, c'est bon, ça. Un tour de passe-passe. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est vraiment, là, si tu te mettais à écrire de One Man, je t'avais... Non, mais là, ça me fait plaisir parce que j'ai une émission, tu vois, c'est une petite émission comique. Ah ouais. Ça change un peu parfois de certains thèmes. Ouais. On a quand même abordé des thèmes qui étaient quand même un peu moins joyeux. L'euthanasie, j'aimerais bien parler de l'euthanasie. Ben justement, figure-toi que j'ai eu l'occasion d'en parler et c'est chouboulette. Donc, oui, l'euthanasie pour tous, bonjour, mortel, quoi. Voilà, c'est mortel. Alors, oh mon Dieu, excusez-moi. Je ne sais pas où je suis tombée. Je ne peux pas garder mon sérieux. Oh, le jeu d'humour pourri. Un tour de quoi? Ah, c'est mortel. Oh merde. Alors, en fait, on est vraiment dans un rassemblement où c'est vrai qu'il y a plusieurs collectifs. Et je vais essayer de garder mon sérieux. Non, arrête de me regarder comme ça. Sérieux, je fais rien. Non, sérieux. Vas-y. Donc, il y a des collectifs qui sont qui œuvrent dans différents domaines. Et je pense qu'on a fameusement le choix, d'ailleurs, dans les domaines dans lesquels on peut œuvrer, puisque c'est à tout niveau qu'on nous attaque. On attaque le vivant, que ce soit dans l'agriculture. Là, peut-être Nico va pouvoir nous en parler. On nous a attaqué au niveau, je veux dire, de la santé. Et toi, tu as quand même ta filleule qui n'est pas bien du tout. Hein. Donc, on va peut-être en parler aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est ça, quoi. Donc, je veux dire, mais c'est bien quand même qu'on puisse... Non, mais sérieusement, non, c'est vraiment elle pas... a juste la maladie de Charcot, tranquille, donc, hein, c'est pas... Oui, mais non, mais c'est... Elle va juste mourir, quoi. Non, mais Voilà. on en rigole, mais c'est pas... Alors, si je me permets d'en rigoler, c'est comme j'ai dit sur scène tout à l'heure, si je me permets d'en rigoler, c'est parce qu'elle-même en rigole. Elle-même en rigole, voilà. je sais. Oui. Elle a pris le parti d'en rire. Oui. Donc c'est pour ça que je me permets, sinon je ne me permettrais jamais de faire ça. Mais c'est elle-même qui veut que je continue à la vanner là-dessus, à faire de l'humour noir là-dessus. C'est elle qui le demande. Donc c'est pour ça que s'il y en a qui disent oh, c'est un peu choquant ce qu'il dit, non, oui, parce que tu sais bien, je veux dire, parfois les gens sont un peu malsains et quand ils disent humour, on ne peut pas rire de tout, mais si la personne... c'est elle qui a décidé que je pouvais faire. Donc j'applique ce qu'elle m'a demandé. Et c'est une courageuse puisque là, elle va jusqu'au bout. Elle a décidé quand même de mettre un terme. De partir d'elle-même, ouais. Voilà. Et c'est là qu'on voit en fait la mesure et on prend la mesure de ce qui s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte, on nous prend un petit peu pour des fous. Il y a le déni. Et le déni peut-être être compréhensible aussi. Parce que c'est une méthode aussi pour pouvoir résister à ce qui est en train de se passer. Parce que c'est tellement lourd et tellement grave que les gens... Ça interview, là. Mais non, je lance le thème. Que le sujet est tellement grave au final que les gens sont dans le déni. Peut-être justement en parler. Alors, c'est pour ça que c'est ce qui est important de dire, justement, que par rapport au déni, c'est que, il faut savoir, je prends l'anecdote de Mélanie. Donc, elle s'est faite après elle s'est fait l'injection à deuxième Pfizer. Donc, après ça, elle a fait 2 Pfizer. On l'a piqué là. Et quelques jours après, elle a mal là.
Ça arrive. Je me suis dit, voilà, c'est un mal, c'est pas grave. Ça descend tout doucement, de jour en jour, ça descend, ça descend. Elle a de plus en plus mal. Qu'à un moment donné, vraiment, elle a du mal même avec ses mains à les bouger. Donc là, elle va voir un médecin pour savoir ce qui se passe. Et là, on lui déclare la maladie de Charcot. Donc, faire croire que ça part pas de là, ça part pas du vaccin, c'est plus un déni. C'est de ne pas voir la réalité, c'est au-delà du déni. Donc c'est important, c'est pour ça que je rappelle toujours que c'est parti de l'endroit où on a fait sa piqûre. C'est pas on a fait sa piqûre sur le bras gauche et elle a commencé à avoir mal au bras droit. Là, admettons, on aurait pu se dire, ça n'a rien à voir. Là, c'est parti de là. Et surtout que c'est tout de suite. Donc, et c'était quelques jours, même pas une dizaine de jours. Quelques jours après, le mal et puis la difficulté de bouger. Donc c'est important de se dire que c'est pas du déni, ça. C'est pas, on peut pas être dans le déni. Tu es obligé de t'interroger, dire, c'est quand même curieux. C'est un exemple que je prends souvent, une métaphore que je prends souvent. On mange tous les trois des champignons, on est tous les trois malades, ça vient des champignons. Je veux dire, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et là, c'est le même principe. C'est qu'à un moment donné, tu dis, ça vient de là. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Alors, tu as eu l'occasion de partir en voyage avec elle. Peut-être nous expliquer, parce que ça doit être quand même un déménagement aussi pour une adaptation, parce que elle est quand même en fauteuil roulant, elle a quand même des difficultés de se mouvoir. Mais là, elle est partie à Dublin la semaine dernière. Oui, pareil. Mais ça, c'était avec un autre groupe. Oui. Moi, c'était en novembre. Et en novembre, elle pouvait encore se déplacer un petit peu. Se déplacer un peu plus facilement. Et c'est vrai qu'on a fait tout en fonction d'elle. C'est-à-dire, on a pris un appartement avec salle de bain au bas. Une chambre, il faut penser à tout ça. C'est ça. Et ayant vécu avec elle pendant une semaine, je me suis rendu compte aussi, de nouveau, l'éveil, que la difficulté qu'ont les handicapés. C'est ça, oui. Parce que, évidemment, on le sait, que les handicapés ont du mal avec les chaises roulantes. Là, je l'ai vécu, j'ai fait... Ah oui, effectivement, c'est trop petit, on ne sait pas passer, voilà. on ne sait pas y aller, on sait pas. Donc là, je me suis rendu compte d'encore un double effet, de me dire, putain, ouais, effectivement, c'est chaud. Et après, il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire parce qu'elle était fatiguée. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment, c'est une maladie qui te prend tout doucement. Et là, comme elle a dit sur les réseaux sociaux, quand elle a pris l'avion pour partir à Dublin, tu vois, voilà, qu'est-ce qu'elle a écrit comme phrase sur sa publication? Elle fait, ah là, pour la dernière fois, je m'envoie en l'air. C'est sa façon de prendre ça du bon côté, même s'il y a toujours une part de tristesse, mais tu es obligé. Et c'est là où je vois sa force et que ça m'a, comme dans toute histoire, je lui ai apporté autant qu'elle m'a apporté. C'est ça, oui, il y a un échange. Ça relativise beaucoup de choses. Et puis voilà, puis elle a eu un beau petit cadeau à Noël. Elle dit, Stéphane, j'ai eu un des plus beaux cadeaux de ma vie. Ah, j'ai chouette. Bon, je dis, voilà, c'est sympa, mais quoi, tu vois? Elle dit, c'est ta fille. Ma fille passait, et mon fils et sa maman passaient Noël chez elle. Et elle dit, ta fille m'a demandé, dis Mélanie, ouais, est-ce que tu peux être ma tati? Et ils ont tous pleuré. J'ai fait, oh, quel beau cadeau. Parce que ma fille l'incorpore dans ma famille. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Et Mélanie, ça le fait un bien fou de dire, voilà des cadeaux que je reçois de ma vie. Et ça, c'est beau. Et au niveau de ta relation avec justement le départ, la mort, est-ce que ça a changé ton regard sur, parce que je veux dire, quand on fréquente quelqu'un de près, qu'on accompagne jusqu'en fin de vie comme ça, est-ce qu'on est plus en paix avec le départ? Est-ce que ça change dans la vie? Est-ce que tu as peur de la mort qu'on pourrait avoir en temps normal? Le fait d'accompagner quelqu'un, est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que ça réveille chez toi justement des peurs ou... Non, ça, pas du tout ça. Alors, il y a trois choses qui sont importantes. La première, c'est que non, je l'accompagne pleinement parce que pour moi, ce qu'elle fait est juste. C'est triste tout ce qu'on veut, mais c'est juste parce que je sais comment cette maladie se termine. C'est vraiment grave, c'est vraiment hyper difficile comme maladie. Donc la fin de vie est une horreur, vraiment une horreur. Je me suis renseigné, je me suis documenté, donc autant partir avant. Donc là, je vais te soulager qu'elle ne va pas tomber dans cette souffrance, tu vois, maximum. La deuxième chose, la tristesse, mais là j'ai appris aujourd'hui la date. Ça m'a fait vraiment, et c'est plus rapide que je pensais, donc c'est encore plus, ça va aller vite. Et la troisième, après je me suis intéressé à l'euthanasie. Je sais que c'est pas un sujet drôle, je sais qu'il y a beaucoup de discordance là-dessus, mais je me suis intéressé là-dessus et je suis très fâché qu'on ne puisse pas faire ça en France, que des gens comme Mélanie doivent quitter leur maison, leur pays pour aller mourir ailleurs, qui n'est pas leur vie, n'est pas leur ville, n'est pas leur maison.
Et là, je me suis rendu compte de l'impact que c'est. Et je suis tombé par l'algorithme, comme par hasard, sur plein de vidéos de gens qui ont eu le maladie de Charcot, de Français qui sont partis en Belgique pour faire l'euthanasie. Et c'est le discours de tous. Tous, donc la maman ou la femme ou le mari qui disent tous, c'est triste de devoir partir de la maison pour partir dignement. Et ça, je crois que c'est vraiment un débat qui demande vraiment beaucoup plus de réflexion. Et je suis là pour une fois ravi que la Belgique accepte et la Suisse. Et là, la France, je me dis vraiment, c'est encore des crétins par rapport à ça. Voilà. Alors justement, moi, j'ai accompagné le SLS et on a bien discuté hier soir justement de ce sujet-là. En Belgique et en Suisse, l'euthanasie est assez encadrée. Donc il y a quand même beaucoup de discussions avant, d'échanges entre le patient, entre le médecin, entre la famille. Et ça dure 6 mois, 1 an. Hein, c'est plus ou moins. En France, ils veulent passer une loi ici, c'est 48 heures. Oui. Donc c'est quelque chose de terrible, parce qu'on peut quelquefois il n'y a pas de recul oui, nécessaire, on peut avoir peut-être. un coup de mou dans la vie et se dire, et de 8 jours après ou 2 mois après, le regretter et se dire, mais j'aurais été con de le faire. Et là, on veut réduire à 48 heures. Quoi. C'est un peu comme l'avortement en France, non, c'est comme qui sont quasi au dernier jour de la grossesse. Donc, ou le transsexualité, le fait de se transformer. On est dans un état meurtrier. Enfin, pour moi, on est dans un état meurtrier. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas être encore plus incisif après? Parce que je crois que ça va tous nous toucher. Et est-ce que ça ne va pas renforcer notre haine envers ces gens? Et est-ce qu'on ne va pas se radicaliser? C'est une question un peu piège. Hein. Non, c'est pas piège, Nico. Je sais bien que je suis ouvert. Non, c'est interpellant ce que tu dis. Je trouve ça très interpellant, très intéressant. Oui, je pourrais. Dans les propos. Ben oui, parce que c'est. Ou peut-être temporairement. Parce qu'il faut aussi se dire que, je veux dire, à la fois, il y a un réveil qui peut se faire aussi, un réveil de conscience, parce que parfois la mort sert à quelque chose. Je veux dire, dans le sens que, on se comprend dans ce que je veux dire, c'est parfois quelqu'un qui part comme ça dans des circonstances aussi terribles à cause de l'État va peut-être ouvrir des consciences aussi sur ce qui s'est passé. Et je veux dire que sa mort ne soit pas inutile plutôt. Oui, d'accord. Mais... Donc, non, mais on va revenir sur un sujet qui m'interpelle par rapport aussi à d'autres choses. Je pense que je le ferai en 2 étapes, ça oui. Le jour que j'annoncerai, je ne vais pas commencer à taper. Ça, on ne sera pas là. Je serai dans le moment du recueillement. Mais bien sûr qu'à un moment donné, parce qu'on me l'a déjà demandé aussi, des Français qui m'ont dit voilà, M. Cué, vous ne parlez jamais de l'euthanasie, le débat de l'euthanasie, parce que c'était fort il y a quoi 3-4 mois, je crois. Oui, c'est ça. Lancé. Et donc il y a pas mal de gens qui me suivent, qui me demandaient pourquoi j'en parlais pas. Et c'est un sujet que je ne maîtrisais pas. Donc, comme j'ai toujours dit, à chaque fois, écoutez, quand j'ai un sujet que je ne maîtrise pas, je n'en parle pas. Je parle de sujets que je maîtrise ou j'ai mon idée là-dessus. Mais si là, je n'ai pas encore les. Maintenant, évidemment, depuis que je le sais, donc depuis novembre, je sais qu'elle voulait partir. Mais là, évidemment, ça a changé ma vision. Et là, je me suis intéressé beaucoup plus. C'est un peu comme le Covid, comme plein de choses. Est-ce que tu pourrais en rire? Je veux dire, dans le sens, trouver un moyen de le dire avec humour. Est-ce qu'il y a possibilité de parler de ce thème-là avec une touche d'humour sarcastique, on est bien d'accord, mais justement pour réveiller les consciences, que ce ne soit pas de l'agressivité peut-être gratuite et que ce soit peut-être dit d'une manière où on s'interpelle par des faits que tu vas sortir parce que tu auras été dans une... Absolument, c'est déjà prévu. Voilà. J'ai déjà un sketch là-dessus, ouais. J'attends, mais voilà, j'attends pour le placer, mais évidemment, de toute façon, je vais toujours faire ça, faire passer les choses, méthode à toi. Parce que ça servira à rien d'enfoncer le clou. Voilà. Mais moi, par exemple, sur l'affaire Julie et Mélissa, qui implique tous les Belges, que ça a vraiment marqué les esprits dans toute la Belgique, j'ai jamais su rire d'une blague sur Julie et Mélissa. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça me débecte quelqu'un même qui commence à raconter une blague sur Julie et Mélissa. Je ne peux pas comprendre, parce que ces filles ont été torturées. Elles ne sont pas mortes de faim, hein, elles ont été torturées. Oui, non, c'est très bien. Moi, j'ai vu les autopsies des 2 gamines. Donc, qu'on fasse des blagues sur certaines choses, il y a un moment donné, il y a une limite à ne pas dépasser. Oui. Maintenant, je sais qu'elle est... De nouveau, si tu ris de ce que tu connais, avec la personne que tu connais, voilà. Tu peux te permettre. Ouais, Charlie Hebdo, ce qu'ils ont fait avec... Charlie Hebdo, ce qu'ils ont fait avec l'incendie. Discothèque. Oui, tu m'en as pris. Tu as vu là? Non, je n'ai pas vu moi. Caricature, enfin dessin, caricature comme ils peuvent, c'est donc des skieurs et c'est les brûlés font du ski.
Oui. Donc, C'est un peu limite. après 3 jours, C'est même pas lui. déjà, Non, après mais on 3 est bien jours, d'accord. après 3 jours, et comme il vient de le dire, Nico, il y a eu quand même des enfants de 14 C'est ans ça. morts. Comme toi, c'est sans rire, non. Ici, elle a choisi. Ouais. Elle a choisi. C'est ça. C'est Mais là, différent. c'est là que je Elle a vois que choisi. ça serve à quelque chose Voilà. dans son choix. Voilà. Donc, je veux dire, voilà. Elle n'est pas morte brûlée parce qu'elle ne savait pas sortir de sa chaise. Là, je n'aurais pas pu en rire. Mais après, voilà, c'est un choix. Je sais comment l'amener. Et voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pareil, je n'ai jamais pu rire de ça. C'est rire de la mort d'enfants, ce qui était le cas avec Charlie Hebdo. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça, parce que comme je disais, je t'avais dit tout à l'heure, C'est un peu putaclic encore, je veux dire, mais comme on c'est-à-dire que parle. quand il y a eu C'est- les attentats chez Charlie Hebdo, j'ai pas vu de caricature 3 jours Ah après ben non. sur leur porte Mais non. Cabu. J'ai pas vu de Non. blague sur eux. Donc voilà, c'est là où je fais aussi, quand j'ai vu ça, je fais, vous êtes des rigolos quoi. Quand ça touche les enfants, oh, la liberté d'expression, mais quand c'est lié à vous, j'ai rien vu du tout. Voilà, ça me met en colère. Voilà. Non, Donc ça oui, rejoint voilà. ce que tu dis. Mais je trouve que c'est intéressant. Alors là, je vais rebondir sur quelque chose qui est d'actualité aussi. Alors, je suppose que vous avez vu que maintenant les policiers sont en train de manifester. C'est très Mais rigolo. non, mais on va justement. Mais vous êtes des canailles. C'est Oh, c'est une blague. Que vous êtes des canailles. Voilà. Donc moi, j'ai- non, mais j'ai une conversation et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un thème à aborder aussi. On pourrait effectivement en rigoler puisque, je veux dire, c'est quand même eux qui ont crevé des yeux des gilets jaunes, qui ont agi en protégeant l'État et les corrompus de l'État, les mafieux de l'État. Et puis maintenant, ici, on voit qu'ils sont en train de manifester parce que leurs conditions de travail ne sont pas optimales. Alors, bon, ici, ils ont du matériel optimal parce que ça, j'ai vu quand même en circulant en France des camions de voitures, de nouvelles voitures pour la police. Donc, au niveau du matériel physique, ils ont ce qu'il faut. Mais je pense qu'au niveau du suivi psychologique et vraiment L'homme de terrain. voilà, là, ils n'ont pas. Alors, moi, j'étais comme vous, hein, j'ai souri. Parce que je me suis dit, j'ai envoyé un petit message sur LinkedIn en disant c'est qui va leur crever les yeux, c'est qui va les mater. Parce que bon, mais au final, est-ce que ce n'est pas intéressant justement ce qui est en train de se passer? Donc là maintenant je reviens en essayant, tu sais bien, moi avec mon petit esprit. Alors, il y a deux choses, vraiment deux choses très particulières, enfin, très distinctes sur cette manœuvre politique. Déjà, c'est organisé par les syndicats, donc on peut se poser déjà beaucoup de questions. Alors, on demande à la population de rejoindre les forces de l'ordre, les forces du désordre, la milice, pour les aider dans leur... Alors, c'est comme pour Sainte-Soline, où est-ce qu'on a reçu, enfin, où Mediapart a reçu toutes les dires des gendarmes qui étaient sur place, où ils y allaient gaiement. Moi, je ne comprends même pas que la gendarmerie a donné ça à Mediapart. Donc, pour moi, c'est une manœuvre pour que la population s'attaque encore plus à la gendarmerie. Parce que quand la population s'attaque à la gendarmerie, pendant ce temps-là, elle ne s'attaque pas aux politiques. Ça, c'est une chose. Et ici, la deuxième chose, c'est que le gouvernement va dire, bah oui, on vous comprend, donc on va vous donner encore plus de matériel. Et donc, c'est une façon de dire, bah, vous avez raison, monsieur les policiers, on va vous donner plus de matériel. Mais ils ne vont pas donner le matériel pour protéger la population, mais encore pour réprimer plus la population. Donc, c'est encore une fois une arme à double tranchant. Et donc, tout ça, c'est manœuvré par McKinsey, par Lloyd, par tous les cabinets d'experts et les cabinets de conseil qui payent bien beaux et cher. Et donc, tout ça, c'est une grande manœuvre de mensonge. Et, enfin, je ne peux pas dire plus. Ok, ça peut être une position. Et moi, j'avais envie quand même aussi de souligner que malgré tout, est-ce que ce ne serait pas un exemple comme ils veulent diviser, parce que c'est quand même la division sans arrêt. Hein. Je veux dire, on sait que les agriculteurs étaient de leur côté, les soignants étaient de l'autre, les enseignants sont de l'autre, ils ne font jamais rien ensemble. Est-ce que ça ne cultive pas justement peut-être le fait de rester séparés? Et on sait très bien que la figure, je veux dire, policière est une figure sur laquelle on n'arrive plus à supporter parce qu'ils ont été... ils ont été manipulés. Donc, je veux dire, pour les masques, etc., ils nous ont mis des amendes. Pour les infirmiers, même chose, ils ont saqué dedans. Pour les agriculteurs, ils ont saqué dedans. Et donc, eux sont les boucs émissaires et que finalement, il y aurait peut-être un réveil qui se ferait et qui serait peut-être intéressant que nous, on y participe en leur demandant. Je ne sais pas, je pose la question. Tu vas voir qu'ils vont être augmentés. Et donc, ils vont encore être plus obéissants à l'État. Voilà, je cherche une... Moi, je trouve que c'est important de pouvoir...
réfléchir parce que notre discernement est important. Maintenant, c'est d'analyser à chaque fois les faits et de se gros- rendre compte qu'il y a des manipulations derrière d'office. Le gros problème, et c'est ce que je dis parce que j'en ai rencontré 2 cette semaine. J'ai rencontré 2 policiers français cette semaine qui ont démissionné. Dans ma commune, je connais pas mal de policiers parce que bon, j'ai déjà été appelé quelques fois pour. Non, comment est-ce possible? Toi? En Belgique. Ah oui. Et j'en discute, je leur donne des livres. Comme ça, je les mets au courant, je leur montre ce que je fais et tout. Et ils sont tous d'accord avec moi. Et il y en a même plusieurs qui m'ont dit, moi j'en ai marre, je vais démissionner. Parce que je ne peux pas travailler avec des positions pareilles et avec des ordres comme je reçois. Et j'ai justement, c'est de vous qu'on a besoin. C'est des bons policiers qu'on a besoin. Oui. Et donc, ce qui va rester, je m'excuse, mais c'est la racaille Oui, mais de la alors police. pourquoi ne pas les soutenir peut-être? Mais ouais, Tu vois, c'est ça le problème. Est-ce qu'on les soutient eux ou est-ce qu'on soutient Mais justement, les bons, ils vont partir et on va mettre. Quand tu penses qu'en Belgique, la police, tu peux rentrer dans la police avec un casier judiciaire. Oui, maintenant. je sais. Oui. Mais Ça, c'est nouveau. c'est- Oui, c'est nouveau. Tu ne savais pas ça, non? Si, en Belgique maintenant, oui. Oui. Ah ouais, Oui. donc, je sais pas. Et bientôt, je pense que les personnes qui sortiront de prison pourront. Tu peux pas aller travailler travailler dans oui. certaines institutions urbanistes si tu n'as pas un casier judiciaire, mais tu peux être policier. Oui. Donc ça te donne une idée quand même de ce qu'ils veulent quand même comme racaille au sein de l'institution publique. Obéissant, qui frappe. Ah oui, on ne leur demande pas spécialement de réfléchir, on leur demande d'obéir. Je sais pas si tu es au critère. courant, j'ai été à la manifestation des agriculteurs à Bruxelles il y a quelques semaines. Et je me suis retrouvé nez à nez avec la cordon de flics, de Robocop, et des fermiers qu'on voulait chasser dans une rue. Mais il y avait un tracteur et il y avait des rôles d'un magasin qui étaient là, donc on ne savait pas passer, on ne savait pas reculer. Et ils nous poussaient, ils nous gueulaient dessus. Alors moi je regardais les flics, je dis attendez, vous voyez, attendez 2 secondes, on va circuler, mais calme quoi. Hein. Et ils commencent à gueuler. Et moi je dis on est des humains. Et je le dis 3 fois, on est des humains, mais je le dis fort. Hein. Là, le gars, il prend sa gazeuse et pouf, mais à 40-50 cm de mon visage, quoi. J'étais knock-out. Hein. Il me dit, il fallait réfléchir avant. Il me gueule, il fallait réfléchir avant. Mais est-ce qu'on n'a pas vu les images? Si, oui. J'ai publié les images, mais il fallait réfléchir avant. Que je suis humain, je dois réfléchir que je suis humain. Mais complètement à la base. Alors, j'avais dit au fermier le matin, il me dit la police elle est calme. Je dis oui, mais ils ont mis tous les jeunes ce matin. On pouvait regarder la moyenne d'âge, c'est 25-30 ans. Cet après-midi, vous allez voir, ça va être 40-55 ans. Alors, mais tu as vu les pompiers aussi maintenant qui manifestent et qui se retrouvent face à la police. Comment ça, en France, à Lille? Oui. Ouais, mais là, il faut savoir décortiquer les images. Je me dis justement, c'est ta vision des choses. D'abord, c'est organisé par les syndicats. Quand les pompiers sont intervenus, ils ont pu envahir une autoroute sans être vraiment intimidés. Puis après, ils foncent dans un bâtiment, ils foncent dans les gendarmes. Tu as vu l'utilisation d'une gazeuse? Nous, on a chaque fois droit à la gazeuse. Eux, ils n'ont pas eu droit à la gazeuse. Et ils ont eu très facile. Et puis après, ils ont eu leurs revendications qui ont été acceptées sur le champ. Pas à négociation, non. Dans la foulée, on leur dit, voilà, vous avez droit à ça, ça et ça et ça. Alors, si tout ça n'est pas programmé... je ne suis pas du tout contre les pompiers qui sont sur place qui ont de bonnes intentions et qui veulent manifester, qui veulent quelque chose. Mais c'est les syndicats, avec la manipulation des syndicats derrière, ils vont donner des miettes et on va calmer tout le monde et au revoir et merci. Ça, t'es à la route. Oui, merci, oui. J'étais routier. Hein. Il fallait qu'il la place. Ouais. Et les routiers en Belgique, il faut savoir que c'est quand même le pain avec les frites dedans. Hein. Mais non, il fallait que je la place aussi. Excuse-moi, non, je ne suis pas ton humour, Stéphane, mais bon, j'essaye. Je vois. J'ai parlé de la mitraillette. Tu m'as tiré dessus. À boulet rouge. Oui. Boulet liégeois. Oh non, au secours. Mais ça c'est. Non, mais c'est l'humour belge. Ouais. Il fallait bien que je vous retrouve ici. Et comment vous avez vu la journée? Est-ce que vous avez assisté aux conférences pour certaines ou toi tu as été un peu coincé sur ton stand? Tu as eu beaucoup de visites quand même de gens qui venaient mais, te faire un petit coucou. Non, ça n'a pas arrêté. Depuis ce matin, ça n'a pas arrêté une seconde. Mais pas une seconde. C'est chouette. Évidemment, ça fait plaisir. Mais là, à 4 heures, j'ai arrêté. J'étais vidé. Mais vidé de chez vidé. Et mais c'est beau. Et après, moi, j'étais là aussi surtout pour intervenir pour Mélanie. C'est ça. Et je l'ai fait avec humour parce que c'est mon arme.
Et tant mieux, et tant qu'on parle d'elle. Mais ce qui était le plus important, ce que j'avais vraiment le plus important à dire sur scène tout à l'heure, c'est que partager sur les réseaux sociaux tout ce qu'il y a concernant ces vaccins. Partager, il faut mettre dans le doute tous ceux qui n'ont toujours pas compris. Et c'est ce que j'ai dit. Je dis voilà, vous mettez sur les réseaux quelque chose qui correspond au vaccin. Il y a eu le vaccin. Après le vaccin, il a eu mal au pied droit. Voilà. Quelqu'un va le voir et te dire c'est comme tonton Jackie, t'as vu, ouais. Quoi, tu penses que tonton Jackie, ça serait ça aussi? Et voilà, ça va faire. Attends, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est la même chose. 2 fois de suite, tu dis, c'est assez. Et l'autre aussi, il a eu. Attends, merde. Et c'est là où ils vont commencer à se poser des questions. Et la réponse, à un moment, ils vont le trouver. C'est ça. Ils vont la trouver. Donc, c'est ça que c'était vraiment le message que je voulais faire passer en disant, parlez-en au maximum. Parlez-en. Partagez, montrez, partagez. C'est ce qui fonctionne. C'est ce qui a fonctionné avec nous. Sur plein d'autres thèmes, évidemment. Mais ça fonctionne avec nous. C'est en partageant, quand on tombe sur des choses. Merde, je ne savais pas ça. Oui, là, t'as vu? Voilà. Là, il vient de décortiquer certaines images. Je fais, putain, c'est intelligent. Voilà, c'est ça notre travail. C'est recevoir l'info. Moi, j'avais l'info. Et user du discernement à chaque fois qu'on a une nouvelle information. Parce que le problème, c'est vrai qu'on est dans l'émotion. Et je remarque en fait qu'on est tellement criblé d'émotions sans arrêt quand on agit dans l'émotion, on n'agit pas dans le discernement. Complètement. C'est le cerveau reptilien, comme on dit, c'est le cerveau survie et on n'est pas dans le discernement. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc voilà, c'est intéressant. Parce que moi, j'étais là, chouette, les pompiers, allez, ça, ils y vont. Quand tu me racontes ça, mais ça tient la route. Je dis, oui, effectivement, oui, c'est un peu tant mieux. Et non, et comme tu dis, non, ça mais reste une hypothèse qui est non, mais Nico, cohérente. comme tu dis justement, et tant mieux. Voilà, tant mieux pour les pompiers. Moi, je suis ravi. Mais que tu dis, tiens, les agriculteurs, c'est quand même un peu plus compliqué quand même. Hein. C'est là où tu dis, il y a un problème, quoi. Là, on le voit dans la lutte des classes. Enfin, des classes. Je parle pas de niveau de société. Je parle plutôt, parce que la lutte des classes, c'est un mauvais terme. Mais dans la lutte des différents secteurs, que ça peut être les enseignants, ça peut être les agriculteurs, les pompiers, la police, j'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est qu'on prend un problème à la fois. Et on essaie de résoudre un problème à la fois. Alors qu'on a tous exactement le même bourreau. Mais exactement. Le même bourreau. Et au lieu de se mettre tous ensemble et se dire, maintenant, il y en a marre, on renverse la table, on en met des nouveaux, on fait un autre système et on voit comment ça. Et on prend des gens dans chaque secteur pour dire, maintenant on va agir différemment et chacun aura sa... Le système du RIC, tu penses quoi? C'est un très bon système. On prend des gens... Il faut entre 4 et 10 000 personnes pour avoir une représentativité du peuple. Donc tu prends 4, je sais plus, je crois que c'est 4 000 personnes. Tu prends 4 000 personnes dans un peuple et c'est représenté. Tu as autant de chômeurs, autant de retraités, autant de jeunes, autant de professeurs, autant d'ouvriers. C'est très représentatif. Et donc avec ça, et s'il y en a un qui est mauvais, on le dégage. On reprend un autre au hasard dans la société. Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit donc comme c'est du hasard, que la personne ne se sente pas impliquée? Alors que si elle était peut-être spécialisée, qu'elle pourrait elle-même demander à s'appliquer. Donc, elle aurait peut-être une raison de plus de se motiver pour pouvoir agir. Elle est dans un secteur particulier, par exemple l'enseignement, et qu'elle se dise, moi, je vais travailler dans l'enseignement, j'aimerais bien, moi, participer au changement de l'enseignement. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais... Parce que le tirage au sort, moi, c'est la seule chose qui m'inquiète, c'est l'application de la personne. Sauf si tu éduques comme il faut les gens. C'est une question d'éducation. Hein. Moi, ce qui me fait horriblement peur, c'est l'IA. Parce que ces derniers jours, on est plusieurs à interroger l'IA. Et elle nous a... Demande à l'IA si le vaccin a sauvé l'humanité du Covid. Mais elle est nourrie par qui? Oui, mais l'IA, tu peux la retourner dans tous les sens. Tu peux lui dire non, c'est pas vrai, apporter des preuves. L'IA va te dire non, c'est le vaccin qui a sauvé l'humanité. Il y a même un bête exemple assez rigolo, le pape n'est pas mort. Donc l'IA dit non, le pape il n'est pas mort, il n'y a pas eu de changement de pape. Parce que l'IA n'a pas encore eu l'information. Et donc c'est quand même assez révélateur de ce que c'est que l'IA. Quoi. Elle est nourrie, donc d'office elle peut se tromper. Alors, je vais dire des gens comme nous qui avons quand même un certain âge et un certain savoir, et on est quand même des gens, cultivés, on sait quand c'est faux. C'est ça. On sait quand il y a eu une erreur dans l'IA. Mais maintenant, un jeune de 20 ans, il va consulter l'IA. Lui, il ne sait pas en amont et avant ce qui s'est passé. Donc lui, il va croire, blanc comme neige, tout ce qui va être dit par l'IA.
Mais c'est dangereux. Mais ils peuvent changer l'histoire rien Ah, mais qu'avec l'IA. ça s'appelle le reset. Ouais. C'est le grand reset. Ouais. Mais c'est ça, il faut vraiment avertir la jeunesse. C'est ça. La fois passée, j'étais dans un meeting, c'était à Noël. Il y avait Di Rupo qui avait. Ouais. Mais pourquoi vous rigolez? Non, mais écoute bien. Donc, Di Rupo fait une conférence à l'université de Mons, Oui. juste avant Noël. Donc Nico, c'est le spécialiste de tout ce qui est réunions qui sont un peu Où foireuses on peut pour pas aller aller. foutre le bordel. C'est Mais incroyable. bon, ouais. Et donc, moi, je connais des gens qui travaillent à Lumon. Je demande quelle salle, quel jour, quelle heure. J'ai pas de carton d'habitation. Je rentre comme un étudiant. Je suis étudiant. Hein. Et donc, Di Rupo, il me reconnaît. Et bon, il fait son speech une demi-heure sur l'Europe. Mais les étudiants qui sont là, ils viennent écouter parce qu'on leur a promis un point de plus au bulletin de Noël s'ils sont là. Ah bah voilà. Je te Bah, jure comme que c'est ça vrai, fait hein. du monde dans la salle. Et ça a même Mais fait, oui. ça a même fait un peu La polémique. La polémique. Parce que, et à la fin, j'ai vu les étudiants aller s'inscrire sur la feuille pour cocher qu'ils étaient bien là. Donc, ils ont eu un point. Et alors, bon, Di Rupo a parlé pendant une demi-heure sur l'Europe et que c'était bien. Puis, arrive question-réponse. Mais là, bon, j'aime pas te poser les questions en premier parce que je ne sais pas la température de la salle. Première question d'un jeune garde-monstre. Oh, je dis, ils sont bons. Ils sont bons ceux-là. Ah, ils sont bons. Deuxième question sur la politique, où est-ce qu'il a croulé la Wallonie et tout ça. Oh, je dis, ils sont vraiment bons. Donc est-ce que ça ne donne pas une idée que les jeunes, il ne faut pas avoir peur peut-être, qu'il y a quand même une part des jeunes qui se responsabilisent et qui étaient plus éveillés qu'on ne croit? Ouais. J'ai été surpris de l'ambiance des jeunes qu'il y avait là et du savoir qu'ils avaient par rapport à la politique. Il y a à boire et à manger, ouais. hein, je veux dire. Alors, j'ai demandé le micro. J'ai dit une bricole à Di Rupo parce que quelque part, j'ai rien à lui dire. C'est un sale type, c'est un pauvre type. Il prend le pognon, qu'il prenne sa retraite et puis qu'il dégage. Et je me suis levé, je me suis adressé aux jeunes. Elle était un peu vexée parce que je lui ai tourné le dos et je me suis adressé à la salle. Et j'ai dit aux jeunes, les jeunes, moi j'ai un certain âge, mais nous, on n'a pas vécu avec Internet. Alors, quand vous cherchez une information, ne croyez pas ce qu'un politicien dit. Surtout ne le croyez pas ce qu'un politicien dit. Je peux vous dire par expérience qu'il ne faut jamais croire à un politicien. Par contre, ayez l'intelligence d'aller voir vos parents, vos grands-parents, les journaux, la presse écrite, les réseaux sociaux, les livres, les bibliothèques, Internet. Mais posez la même question à plein de gens différents, faites-vous votre idée et après seulement vous ferez votre opinion. Et là, Di Rupo, il m'a lancé un regard assez méchant. Et puis on va s'étonner. Tu n'es pas suicidaire, Nico? Non, je ne suis pas suicidaire. J'aimerais bien que tu le répètes, là, vas-y. Je ne suis pas Fais suicidaire. Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier. Je ne suis pas suicidaire. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et je n'ai pas de maladie, je vais très bien. Pas la syphilis. Ouais. Non, la quoi? C'est une vieille maladie. Et donc, la salle m'applaudit. Les jeunes m'applaudissent. La jeune fille qui m'avait donné le micro, elle revient à moi, elle prend le micro et elle me dit tout bas, je suis d'accord avec vous, hein, monsieur. Et même ma maman, elle est sur Telegram. Hein. Ça, c'est bien. Ça, c'était Oui, rigolo, quoi. Ça veut tout dire. Elle s'en va, donc la séance se finit, et il y a un vieux monsieur qui était au premier rang, certainement un ancien professeur, enfin un monsieur facilement 65-70 ans. Il se lève, il fait le tour de la salle, il passe à côté de moi, il s'arrête, mais il ne me regarde pas, il s'arrête, il dit « Monsieur, vous avez très bien parlé, merci ». Et il s'en va, mais sans me regarder. Il ne voulait pas qu'on sache qui me parle, et puis il est parti. Devant moi, je l'ai reconnu après 5 minutes, il y avait un garde du corps à Di Rupo, parce qu'il y avait son flingue qui dépassait. Quand je sors de la salle, je vois un autre garde du corps qui me regarde, je lui fais un clin d'œil, l'air de dire « Je te reconnais aussi, toi ?» Il me fait un sourire, parce que bon, à force. Je quitte la salle, je revois le garde du corps qui était devant moi dans la salle, et je lui fais « Bonne soirée ». Il me regarde, il fait un sourire, il me fait « Bonne soirée, monsieur ». Et je lui dis « Ça ne doit pas être facile d'écouter ça tous les jours ». Et il m'a répondu « Heureusement, c'est pas tous les jours ». Ça, c'est quand même encourageant. Ouais. Voilà. Le mot de la fin, Nico. Le mot de la fin.
Alors, c'est pas avec des réunions comme ça qu'on va qu'on va renverser la table. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on se mette tous du même côté de la table. C'est pour ça que je dis qu'il faut tous se regrouper et renverser la table et créer autre chose. Que tant qu'on sera ici, c'est gentil, hein, c'est du blabla, on se voit, on est content. Mais à un moment donné, il faudra passer à la vitesse supérieure. Alors, j'appelle pas à la violence, mais j'appelle surtout à l'union. À l'union des gens, à mettre les égos de côté et à partir tous ensemble contre, même pas contre l'État, parce que l'État c'est nous, mais contre ces dirigeants qui ne devraient jamais nous diriger et qu'on change de système. Parce que ce système-là n'est pas bon. Maintenant, c'est prouvé que ce système-là n'est pas bon. Maintenant, j'espère que les grands ils vont pas faire autre chose. Parce que j'ai l'impression qu'il va y arriver quelque chose dans pas longtemps. Mais je ne sais pas. Le mot de la fin pour toi, Stéphane. Fin. Fin. Voilà. Merci. Une gaufre. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.